bonsoir, bienvenue à cet autre numéro de notre table ronde autour de laquelle nous échangeons sur les questions des défis et réalités du parcours des chercheurs. Ces chercheurs qui pour nous sont peut-être loin d'être des scientifiques, mais qui sont des personnes qui se battent de toutes leurs âmes pour se faire une place dans la science. Dialogue débat organisé par l'association Lionheart pour l'humanitaire en collaboration avec BCT9 Art Station à Balazrec. Aujourd'hui, nous statuerons sur le cas des mères célibataires. Des échanges d'expériences qui nous permettront de mieux nous imprégner des réalités que vivent ces femmes migrantes-là dans leur parcours migratoire et surtout dans le pays d'accueil qu'est la Tunisie. Nous passons tout de suite à la présentation de nos invités, donc de nos panélistes avec qui nous allons passer une heure d'échange et aussi en compagnie effectivement de l'association Lionheart, ici représentée par tous ses membres, par son président, par sa vice-présidente. Nous voulons avant toute chose dire merci à l'association TAMS qui est en collaboration avec nous pour cette émission et qui nous a beaucoup soutenus. Encore une fois, bienvenue. Alors nous sommes avec Madame Bintou Touré, elle nous vient de Medine spécialement pour cette émission et elle est mère de 6 enfants, dont une fille ici qu'elle a eue sur la terre tunisienne. Aussi avec Nadège Ozoa, elle a un enfant qu'elle a eu ici. Léna Pouy, elle est sénégalaise, elle a aussi un enfant ici, et Maguida Fofana, avec un enfant qu'elle a eu sur le territoire tunisien. Bienvenue mesdames. Et très bien, comme nous l'avons dit, nous allons passer un temps d'échange avec vous pour mieux comprendre vos réalités, vos défis et surtout échanger avec vous sur votre parcours migratoire. Voilà, nous pensons que vous êtes assez forte pour nous dire avec les mots vrais ce que vous avez expérimenté, ce que vous vivez réellement, afin que cela soit porteur au niveau non seulement de la Tunisie, mais dans le monde entier, pourquoi pas. Alors, Bintou, bienvenue. Merci. Vous nous venez de Medine. Oui. Très bien, ça va Medine? Oui. Très bien. Alors, nous allons commencer avec vous. Est-ce qu'en 10 minutes, vous pouvez nous parler de votre parcours? Mon parcours est tellement long que même 10 minutes, c'est trop peu. C'est clair, c'est même une goutte d'eau dans la mer. Je m'appelle Touré Bintou. Je suis ivoirienne, mère de 6 enfants. Dans le 6e, j'ai eu ça en Libye. Et j'avais 5 enfants au pays et leur père est décédé. Et tout a commencé, c'était le 21 décembre 2015 en Côte d'Ivoire. On a assassiné mon mari. Il y a des gens qui ont débarqué chez nous. Ils ont pris mon mari et moi-même ils ont commencé à me tabasser parce qu'en ce moment j'étais enceinte de 6 mois, 7 mois. J'étais enceinte de triplé. On m'a bastonné jusqu'à tuer mes 2 enfants dans le ventre. Et il y a parmi les 3 enfants, il y a eu une survivante dont j'ai accouché à 7 mois, enfant prématuré qui vit aujourd'hui. Et ils sont partis avec mon mari 2 semaines après. On n'a pas retrouvé le corps de mon mari, mais on a retrouvé, sa voiture était bien couverte de sang. On a retrouvé toutes ces choses, même son téléphone, tout ce qui était avec lui. On a tout retrouvé sur son corps. Et après ça, j'étais à l'hôpital en Côte d'Ivoire. J'ai accouché à la grande clinique du docteur Arogo, sur la route de Samanké. C'est là-bas que j'avais accouché. Et je suis restée à l'hôpital un jour et il y a un homme qui était venu, comme s'il était venu me rendre visite. Et il m'avait demandé ce qu'il voulait à mon mari. Chose que moi-même je ne connais pas. Il m'a dit que j'en sais quelque chose, que si je ne dis pas, ils vont me tuer. Et ils vont me tuer, ils vont tuer tous les enfants. Sur le champ, j'ai fui même de l'hôpital. J'ai fait une césarienne, 3 jours après, je suis avec mon enfant de l'hôpital pour aller à l'ouest de la Côte d'Ivoire, à Mans. Parce que c'est là-bas que mon père et ma mère vivent. Donc je suis allée là-bas, j'ai laissé les enfants avec ma mère et mon père. Et j'ai dit à ma mère que je pars à Abidjan pour aller récupérer certaines choses. Et c'est comme ça que je me retrouve au Mali. Du Mali aussi, j'étais à Kidal. Parce que je me disais qu'à Bamako, à tout point, quelqu'un peut me trouver là-bas et il peut m'assassiner. Puisque le Mali et la Côte d'Ivoire n'est pas loin. Donc je me suis retrouvée au Mali, mais Bamako était trop proche devant moi que je suis partie dans le fond même du Mali et je suis partie à Kidal. Et à Kidal, arrivé là-bas, 3 jours que j'étais avec les gens qui m'avaient hébergé chez eux,
une mine s'est explosée chez eux. Tous les habitants de la cour étaient morts. J'étais la seule survivante avec un monsieur qui vendait dans la boutique. Nous étions 2 survivantes. Près de 80 personnes dans la cour. Mais la mine a explosé tout le monde. Et de là, le monsieur a dit qu'il ne peut pas supporter. Il a dit que si je veux le suivre, je le suis. Sincèrement dit, je l'ai suivi avec ma petite soeur. On ne savait pas où il partait. C'est comme ça qu'on s'est retrouvés en Algérie. Arrivé là-bas, il nous a laissé à la frontière. Et il a continué son chemin. Et arrivé là-bas, on a commencé à se battre. Moi et ma petite soeur, on a commencé à se battre. Et un jour encore, on nous refoule, on nous envoie au désert de la Libye. Et étant au désert, il y avait plein de femmes enceintes là-bas qui sont mortes sous nos yeux. Des enfants. Je ne vais pas pleurer. Des enfants, des femmes enceintes, des jeunes. Ils étaient morts au désert, la soif, la faim. Et on est resté là pendant 2 semaines. On est resté là pendant 2 semaines et les Touaregs qui sont au désert, parce que le désert appartient aux Touaregs. Et les Touaregs nous ont proposé qu'ils peuvent nous aider à rentrer en Libye. Et on n'avait pas le choix. Soit on rentre en Libye, soit on meurt au désert. Donc on a accepté, on est rentré en Libye. Et les mêmes Touaregs qui nous ont pris au désert, ils sont allés nous vendre dans une prison à Saba. Là-bas, on a vécu une vraie enfer. Ils sont allés nous vendre à Saba en prison. La prison où on nous a vendu, je me rappelle encore très bien le nom. On appelle la prison de ghetto de Ali. Là-bas, si tu rentres là-bas, si tu n'as pas longue vie, tu ne sors pas. Personne ne peut te faire sortir là-bas, rien ne peut te sortir là-bas si ce n'est pas Dieu. Et je suis sortie vivante. J'ai dit, gloire à Dieu. Parce que je ne pensais pas qu'un jour je devais m'asseoir comme ça pour faire un témoignage. Je ne savais pas. Et là-bas, tu vois plein de filles, on les a mis en prostitution parce qu'on vous demande une rançon de 1 800 000. Moi, je suis sortie dans mon pays, je n'étais pas riche. Et si on me demande 1 800 000, je sors ça où? Alors que j'ai laissé une quinzaine d'enfants derrière moi. Et on nous demandait 1 800 000 chacun. Chaque matin, on nous bastonne. Et pendant qu'on vous bastonne, chaque matin, il y a des cadavres qui sortaient. Les femmes, les hommes. Chaque matin que Dieu fait. Vous ne dormez jamais pour vous réveiller qu'il n'y a pas de cadavres qui sortaient. On était dans une petite chambre comme ça. On était 104 personnes dans la prison. Et j'ai fait 6 mois dans cette prison. On nous viole. Je n'aurais pas honte de dire ça devant tout le monde aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, peut-être que c'est un jour que je dois me décider. Et je le défaut. On nous viole. On vous frappe. Et on vous viole. Jusqu'à on tombe enceinte. Et je suis même tombée enceinte. Dans cette prison. On vous viole, on vous frappe. Pendant 6 mois, 104 personnes, on était restés 8 personnes. Tous sont morts. Comme des bleus, avec la bastonnade. La faim. On nous a trop tripoté là-bas. Et pendant 6e mois de ma grossesse, on a cherché à s'échapper. Parce que ce jour-là, les Touaregs avaient beaucoup bu. Et quand ils avaient bu, j'ai dit aux jeunes qui étaient restés, et dit, bon, c'est qu'on va faire comme ils ont bu aujourd'hui. Soit on sort aujourd'hui, soit on meurt. Parce qu'on était 104, on est resté 8. Et c'est comme ça. On a cassé la prison avec la pression de 6 mois. Quand on a cassé la prison, chacun pour soi, Dieu pour tous. Je me suis perdue de vue avec ma petite soeur, la cadette de ma mère. On s'est perdu de vue. Je suis allée sortir dans un coin où les gens ils étaient en train de construire un bâtiment. Et j'ai croisé un jeune Ghanéen là-bas et je lui ai dit que mon frère, pardon, ne me demande pas, prends-moi seulement là, envoie-moi où toi tu veux, où personne ne va me voir. Le monsieur m'avait peur parce que de toute façon j'étais à moitié nue, parce qu'on n'avait pas des habits, hein. J'étais à moitié nue avec les pieds enflés,
avec les cheveux coiffés. Parce qu'eux-mêmes, ils nous coiffaient là-bas avec la bouteille. Donc, quand le monsieur m'a vu, il était tellement... Lui-même, il ne se sentait plus un être humain. Donc, il m'a pris, il m'a envoyé très loin, comme de la manière que j'ai demandé. Et arrivé là-bas, il m'a demandé, il a dit, donne-moi une semaine avant que tu me demandes. Et c'est comme ça, le jeune m'a aidé, on est arrivé à Tripoli. Arrivé à Tripoli, je suis allé accoucher à l'hôpital. Quand j'ai fini d'accoucher, on m'a envoyé en prison. Ma première prison, c'était ma deuxième prison. Première, la prison de Saba, et deuxième, on m'a envoyé en prison de Boïsa. Une très mauvaise prison en Libye, pour tous ceux qui connaissent Boïsa. C'est une prison, quand tu rentres, tu ne sors pas. Tu ne sors jamais vivant. Boïsa, quand tu rentres là-bas, tu ne sors pas vivant. Alors, de prison en prison, vous arrivez comment en Tunisie? Bon, c'est dans une prison encore que je suis sortie. Parce que moi, j'ai fait 9 prisons en Libye. Effectivement, c'est ce que vous nous avez dit. J'ai fait 9 prisons en Libye. 9 prisons. Désolée de vous rappeler vraiment tout ce parcours assez douloureux. C'est clair qu'on ne peut pas revivre ça avec vous, mais juste l'entendre, c'est douloureux, c'est clair. Mais nous serons de l'obligation de vous laisser parler encore quelques temps pour nous dire comment est-ce que, arrivé en Tunisie, c'est de la dernière prison que j'ai dit à la prison que vraiment je ne voulais plus rester en Libye. Et c'est comme ça, il m'a dit, oh, ok, comme tu veux. Les 3 ans, j'ai fait toutes les 3 ans en prison, de prison. Et c'est comme ça, il m'a dit, ok, comme tu ne peux pas rester en Libye, on va essayer de quitter en Libye. On va traverser la mer. Et c'est comme ça, on vient à la mer. Arrivé à la Méditerranée, je tombe dans la mer. Je suis tombée dans la Méditerranée 2 fois. Beaucoup de courage, Bintou. Beaucoup de courage à vous. Je suis tombée dans la Méditerranée 2 fois. Et après ça, les Tunisiens sont venus, ils nous ont pris. On était même déjà dans Lampedusa. On n'avait même pas de problème. Nous, on n'avait pas de problème. On n'avait aucun problème. Et les Tunisiens sont venus débarquer sur nous. Ils nous ont interceptés. On ne voulait pas s'arrêter. Et moi-même, je ne voulais pas même qu'ils s'arrêtent parce que j'ai dit que s'ils s'arrêtaient, je préfère mourir que de venir souffrir encore dans un autre pays Maghreb. Et quand on s'est arrêté, moi, je me suis jetée à la mer parce que je voulais mourir. J'étais bien fatiguée de souffrir. Donc, je me suis jetée à la mer. Quand je me suis jetée à la mer, les gens, ceux qui savent nager, ils se sont jetés derrière moi et ils ont essayé de me sauver, mais je ne voulais pas parce que je me disais que je vis encore dans un autre pays Maghreb et je ne sais pas comment ça va se passer là-bas. Donc je suis fatiguée de souffrir et j'ai dit à ma petite soeur que si un jour qu'elle s'en sort, qu'elle dit à mes enfants que moi je les aime beaucoup et je me suis jetée à la mer. C'est comme ça, les gens n'ont pas voulu jusqu'à ce que les Tunisiens, les marins aussi se sont jetés. Ils ont lutté avec moi dans la Méditerranée, ils ont lutté avec moi. Et puis, ils sont sortis. Aujourd'hui, vous vivez à Mednine avec la petite. Elle a 3 ans aujourd'hui, c'est cela? Oui. D'accord. Et dans quelles conditions est-ce que vous vivez à Mednine? Une condition pénible, une condition difficile. Parce que c'est à OIM, ils sont venus nous déposer. Et aujourd'hui, on nous dit de sortir de l'OIM. Et on va sortir, on va aller où avec nos enfants? Je travaillais, j'avais commencé à travailler, mais le travail, ça ne me paye pas. Je travaillais dans un restaurant tunisien, les Tunisiens ne me payent pas. Jusqu'à aujourd'hui, je refuse de me payer. Je dois même payer la scolarité de ma fille, qui doit passer le BPC cette année. Et cette année, on l'a mis dehors, ça fait aujourd'hui, je crois, 3 à 4 jours. Elle est à la maison, elle ne va pas à l'école. Alors que bientôt les examens. S'ils ne me payent pas, on ne travaille pas. Comment nos enfants vont vivre? Et OIM nous dit de sortir, on n'a pas les moyens, on ne sait pas où partir, on ne sait pas où mettre la tête. Sincèrement dit, je ne sais pas quoi dire. Merci beaucoup, Bintou.
Fidèles auditeurs, sachez que derrière Bintou, nous avons encore 17 femmes qui vivent dans les mêmes conditions à Médine et c'est vraiment difficile. Voilà, ces 17 femmes-là doivent regagner, on dira comme ça, hein, la rue très bientôt parce que finalement on ne peut plus les prendre en compte et elles sont carrément dans la même Nous situation. sommes plus que 17, hein. Nous sommes plus que 17. D'accord. Qui sont au foyer, qui ont dit de sortir. Il y a d'autres qui ont les 3 enfants. Effectivement, elles sont toutes mères célibataires. Alors, nous espérons vraiment que l'appel que Bintou lance ne tombe pas dans des oreilles de sourds et qu'au sorti de cette émission, quelque chose soit fait. C'est douloureux, c'est clair, mais nous allons continuer. Alors, nous allons nous tourner vers Maguida. Elle est aussi à Tunis ici avec nous. Elle a un enfant. Maguida, est-ce qu'à vous, on peut arracher quelques minutes de parole? Moi, je me nomme Fofana Maguida Maria. Je suis de nationalité ivoirienne. J'ai quitté mon pays, la Côte d'Ivoire, pour un avenir meilleur. Je suis arrivée en Tunisie le 16 janvier 2017. En janvier 2017, c'est là que tout a commencé. La situation était tellement difficile au pays. Je suis une fille aînée de 10 enfants. Mon papa est polygame. Donc, avec ma mère, c'était pas facile. Et ma mère aussi étant malade du cancer. Je l'ai assistée pendant 9 ans. Mais il n'y a pas eu de guérison en tant que telle. Donc, elle m'a dit, ma fille, comme de tout temps tu veux partir à l'aventure, vas-y. Que je sais que ça va aller après toi. Donc, quand je suis arrivée en Tunisie, j'ai été soumise à un contrat de 5 mois à Gerba. Sachant que ma mère était malade, les 5 mois étant très longs pour moi, puisque je devais lui envoyer de l'argent à chaque fois. Je ne savais plus faire, mais j'avais confié le problème à Dieu. J'ai fait 3 mois de contrat. 3 mois jour pour jour. Ma patronne m'a mise dehors à 1h du matin, me disant que j'ai eu à taper sa nounou, la nounou de sa fille. Chose que je n'avais pas fait, puisqu'il y avait 2 dames tunisiennes là-bas qui ne m'aimaient pas. Elles ne voulaient pas de ma présence. Donc elles ont tout fait pour que la dame me mette dehors. Voilà comment j'ai quitté Gerba. Et je suis arrivée sur Tunis. Ne sachant que faire encore, puisque je ne travaille pas. Je ne sais pas comment même donner à manger à ma fille. Elle, c'est le riz qu'elle mange, avec encore le problème de riz qu'il n'y a pas aujourd'hui. Je ne sais que faire. Je ne sais pas comment la nourrir. Je ne sais même pas comment souvent trouver du lait pour qu'elle boive. Elle aime beaucoup aussi le lait. Vraiment, ce n'est pas facile pour moi. Merci beaucoup Maguida, merci d'avoir partagé votre expérience avec nous. Et comme nous le disions, nous ne pouvons que vous encourager et dans l'espoir que les choses puissent aller mieux. Alors, Nadège Ozoua, vous avez un enfant et vous êtes à Tunis. Parlez-nous un peu de votre parcours. Je vais faire un bref résumé. Très bien. Je suis arrivée ici en novembre 2015 sous la demande de mon fiancé parce que c'était un footballeur et il faisait des tests ici en Tunisie, donc il a voulu que je vienne parce qu'au pays, alors ma situation n'était pas stable. Donc je suis venue. Je vivais bien. On avait commencé. Moi, je vivais des bons moments pour le soutenir puisque lui ne travaillait pas en plein temps. Donc c'était comme ça. Jusqu'à ce que je contracte une grossesse à ma 3e année.
cette jeunesse. Et étant enceinte, je ne pouvais plus travailler. Donc, le 22 décembre 2018, c'était mon anniversaire. Donc, je suis sortie très tôt aller faire les courses. Je l'ai laissé là où. Et pendant que j'étais dehors, mes amis m'appelaient beaucoup. Je ne prenais pas les appels, je ne sais pas pourquoi. Et lui aussi, il y avait ses amis qui insistaient, qui m'appelaient. C'était tellement trop que j'ai décroché. Et il voulait la photocopie du passeport de mon fiancé. Parce que d'après eux, il avait signé un bon contrat. Donc il voulait la photocopie de son passeport. Et moi, je ne voulais pas donner. Mais ils insistaient. Donc j'ai fini par céder, j'ai donné la photocopie de son passeport. Et moi, je continuais avec le course. Jusqu'à ce que l'après-midi, je revienne à la maison. Et comme m'annonce le décès de mon fiancé. Donc, ça a été un peu très dur pour moi. Étant enceinte, j'étais déjà à 6 mois de grossesse. Je ne pouvais plus travailler et c'était mon seul soutien. Il faut dire que le fiancé de Nadège était en plein entraînement, hein, c'est ça? Oui, Voilà, il est tombé sur le terrain et il ne s'est plus jamais relevé. Encore une fois, mes condoléances, Nadège, et soyez forte. mais c'est comme ça, autour de nous, et tous ses amis se sont organisés et on a essayé de faire les funérailles. Au passage, je dis un merci à l'OIM, parce que c'est l'OIM qui a transféré le corps de mon fiancé au pays. C'est eux qui ont payé ma sortie de l'hôpital. Donc, le corps a été transféré. Et après, j'ai accouché. C'était vraiment très difficile parce que je ne travaillais pas, je ne pouvais pas payer le loyer, tout ça. Mais Dieu merci, moi je peux dire, j'ai eu la place que j'avais moi, donc j'ai des amis qui m'ont hébergé, tout ça. Et après ça, je ne pouvais plus vivre avec eux parce que l'enfant il fait trop de bruit. Il fallait que je sorte moi-même aller chercher une maison à moi. Comme ça, j'ai pris une chambre quelque part. Je travaille et je ne travaille pas en plein temps. Voilà, quand je peux, quand on m'appelle les grands ménages, je fais les grands ménages. J'essaie de m'occuper de l'enfant comme je peux. Il faut dire que c'est très pénible ici. Être mère célibataire ici, c'est très difficile. S'occuper de l'enfant tout seul. Donc, c'est comme ça. Pendant les funérailles de mon fiancé, il y a eu assez de cotisations. Donc, je ne pouvais pas rester ici dans cette ville. Donc j'ai même décidé j'ai tenté à la Méditerranée aussi. Mais ça n'a pas été pour moi parce qu'ils ont bouffé mon argent. Mais je rends gloire à Dieu au passage parce que dans ces courses-là, il y a beaucoup qui sont morts, qui sont restés à la mer. Donc vous êtes parti avec l'enfant? Et comment ça s'est passé? J'ai eu des amis qui m'ont mis dans ces circuits-là, dans le peu d'argent que j'avais avec moi, j'ai pris pour payer le passage, mais je suis tombée sur un malhonnête qui a fait tout mon argent. Et qu'est-ce qui vous encourageait à aller en fait, à prendre la Méditerranée avec l'enfant? C'est quoi, le désespoir, la vie difficile, les défis qui se présentaient à vous? Qu'est-ce qui vous encourageait à le faire? C'est en fait le désespoir. Parce que moi, à vrai dire, depuis que mon fiancé est décédé, il a une famille, mais aucun de ses parents ne m'ont déjà envoyé une pièce. Je fais tout toute seule. Donc déjà mon enfant, dans un mois, il aura 3 ans. Il faut qu'il parte à l'école. Je ne peux pas le scolariser. Donc en quelque sorte, c'est le désespoir. C'est le désespoir. Donc je vous ai dit que vous pouviez trouver une vie meilleure là-bas. Une meilleure meilleure prise en charge de l'enfant aussi. Parce qu'ici, il n'est pas assez pris en charge. Non. Ici, c'est moi qui fais tout. Et comme je le disais tantôt, je ne travaille pas en plein temps. Donc, je dois payer mon loyer, payer la crèche de l'enfant, m'occuper de lui, les impôts, ses vêtements et autres. C'est vraiment difficile pour moi. Donc, c'est un peu ça. C'est dans cet esprit-là que je suis allée à la Méditerranée. Ça n'a pas marché. Mais je rends gloire à Dieu. Parce que je suis toujours dit que
C'est un peu ça. Et l'année prochaine, mon fils doit aller à l'école. Je ne sais pas quoi faire. Vraiment, ça m'intrigue. Est-ce que vous vous êtes tourné vers peut-être des associations ou des personnes même particulières pour vous renseigner sur le fait qu'ils puissent aller à l'école l'année prochaine pour avoir des informations? Oui ou non? J'ai essayé de me renseigner un peu. En fait, il peut aller à l'école, je pense. Il peut aller à l'école, mais moi, je n'ai pas les moyens. En fait, j'ai pas les moyens. Donc c'est cela votre grande crainte en fait, ces moyens. Très bien. Merci beaucoup Nadège. Vous avez quelque chose à ajouter? D'accord, pour l'instant. Très bien. Alors Léna, on se retourne vers vous. Est-ce que vous pouvez nous partager votre vécu? Moi, je suis sénégalaise, je m'appelle Léna. Je suis venue ici en 2009. Mais c'était pour voyager. Donc après, je suis restée 3 mois, 3 ans, 2 ans, je suis retournée au Sénégal. Vous pouvez lever la tête, c'est Quand je suis revenue, donc ma copine m'a fait le visa, il m'a dit de retourner encore à Tunisie. En ce moment, j'étais enceinte. Je suis venue 2 mois, j'ai accouché ma fille. Donc, je suis partie, ils m'ont dit de renouveler la carte de séjour. C'était pas facile, tout ça j'ai accouché. Donc, ma fille n'avait pas laissé de naissance. J'ai oublié d'enregistrer ça à la maison. J'ai pris un avocat pendant 3 ans pour ma fille. C'était pas facile. Vous pouvez parler un peu plus fort, s'il vous plaît. C'était pas facile pour moi. Donc, après, il dit son père, moi je vais retourner au Sénégal. Il dit, laisse jusqu'à 6 mois, tu vas retourner au Sénégal. Donc, je suis restée en Tunisie. Je travaille des fois. J'ai gardé un enfant. Donc, comme tu ne peux pas travailler avec ta fille, donc je suis restée 3 ans, 4 ans. En ce moment, on a de mon enfant qui est ici. Après 2014, il est rentré. Quand il est rentré, 2015, 2016, j'ai inscrit ma fille à l'école. Vous avez accouché en quelle année? 2011. En 2011. Là, il y avait encore les histoires de la bague et tout ça, c'est cela? Oui, je travaillais avec le donc, j'ai resté après 2015, 2016, j'ai inscrit à ma fille école privée à Lisbonne, à Yama. Je vivais normalement en ce moment, il n'y avait pas de problème. Mais après Corona, les problèmes sont venus. Je suis restée, j'habitais à Mansoura. Dans une maison, il y avait des Ivoiriens, c'est une grande maison, il n'y a pas parce que j'avais une inondation là-bas. Donc, j'ai perdu tous mes bagages là-bas. Ah, une inondation. Oui. D'accord. Donc, le bailleur, même pas une semaine, il demande son argent. Malgré l'inondation. Oui. Et là, vous étiez sans le père de votre enfant, Oui, vous étiez c'est seul. ça. Il est rentré au pays, vous Oui. laissant ici avec l'enfant. Donc, D'accord. j'ai passé un bout de temps. Moi, j'ai perdu tous mes bagages. Il dit, c'est pas mon problème, ça. Donc, il dit, il n'y a pas de problème. J'ai un ami, j'ai dormi presque 3 jours. Après, une semaine, je suis les gens, je dis, laisse-moi le temps de chercher la maison. Donc, j'ai vendu une de mes bagues. C'était le septembre 2017. Donc, ma fille, elle est restée 3 mois. Elle n'est pas partie à l'école à cause de ça. Donc, un jour, je ne suis pas pour marcher, j'ai croisé une Tunisienne. Comme ma fille, elle parle l'arabe. Elle dit que tu es sénégalais, je dis bien, je suis sénégalais. Elle dit que j'aime les sénégalais. Je dis, ah bon? Je dis, ma fille, elle parle l'arabe. Donc, la dame, elle m'a invité chez elle à Carthage. Donc, ce jour-là, je n'ai pas dormi. Donc, ça m'a dit que je suis stressée. Parce que j'ai perdu tous mes bagages, mon bailleur me fatigue. Des fois, il ferme la porte. Je dors devant l'appartement. Donc, ça me stresse. Avec l'enfant? Avec l'enfant. Donc, pourquoi il ferme la porte? Ah, parce que vous n'avez pas payé le loyer. non, elle ne peut pas attendre. J'ai dit, moi, j'ai perdu tous mes bagages. C'est la rentrée. Donc, ma fille, elle devait retourner là-bas à l'école. Je n'ai même pas encore inscrit l'école. Je dis, ce n'est pas son problème. Donc, le temps que je cherche une maison, elle ne m'a pas donné l'argent. Donc, madame m'a donné l'argent pour que j'aille inscrire ma fille. Donc, j'ai donné la dame, j'ai dit, prends ça, après le mois prochain, je vais compléter. Donc, même pas une semaine, ma fille, elle est partie à l'école, elle faut que là-bas, j'ai tout payé. Or, que j'ai payé l'inscription, 350 dinars, elle a diminué. Donc, la dame, elle comprend bien. Je suis venue chaque fois, elle ferme la porte. Je dois donner ma porte. Je dis, ah,
il faut tout arranger. Parce que ici, j'ai peur de tous mes bagages ici. Donc, pour partir, il faut regarder l'enfant et dire que ce n'est pas son problème. Donc, c'était en 2018 que mes problèmes ont. Donc, j'ai parlé à l'association des Sénégalais. Pour ça, ils vont réfléchir. Ils n'ont rien dit, j'ai dit, Dieu est grand. Moi aussi, je me présente avec le coup de feu jusqu'à que ma fille, elle est retournée en Espagne. Donc, en ce moment, ça travaille à dépendre. C'est lui qui envoie l'argent. Il me dit qu'il a des problèmes. Qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais pas laisser l'enfant à la maison. Je suis allée voir le directrice. Je l'ai expliqué mon problème. Il n'y a pas de souci. Comme ta fille là, elle est intelligente, je l'aime bien. Je vais acheter tout ce qu'il faut. Mais là, le problème, c'est la dame, elle ne laisse pas. Elle croit que moi, comme là-bas, on paye 3500, elle dit que moi, je ne peux pas payer son enfant. Ah oui, parce que l'école est quand même assez chère. Oui. Donc, elle se dit que si vous arrivez à payer la scolarité à 3500, Oui. ça veut dire que vous pourrez aussi payer quand même C'est la ça. maison. Or, ce n'était pas vous qui payez la scolarité. Ça, tu as vu l'autre fois, quand je suis en train, moi je n'ai pas de problème pour le truc là. Parce que je connais beaucoup de gens qui peuvent m'aider. C'est moi qui veux souffrir avec ma vie. Jusqu'à ma grande, je vais l'expliquer. Donc, Pourquoi vous voulez souffrir avec votre fille? Non, parce que chaque fois de demander, tu ne vas jamais réaliser demain. N'est-ce pas? De un. Des fois, il faut souffrir un peu. Oui, c'est votre principe de vie. C'est mon principe de vie. Donc, il y a des gens qui aiment ça. Moi, j'aime ça. Mais le problème, c'est les bailleurs. Parce que quand tu payes, ils vont dire non, tu as des arrières. Si tu payes un mois, ils disent que tu as arrière de 3 mois. C'est ça que j'ai vu avec l'électricité. Il amène des factures combien? 2000 dinars. Comme la fille là, l'autre fois, quand il a parlé 11 000 dinars. Donc moi, ça m'a arrivé en 2016. Je suis rentrée en 2018. Or que la facture c'était en 2016. Hein? Je n'ai pas peur. Je suis allée à la police. J'ai fait une lettre à ramasser. Même là, ils sont partis à la masse. Je paye l'électricité 2000 dinars. J'ai dit, moi, je paye. Une facture de 2016. Oui, 2016. Donc, quand on a regardé, c'était en 2016. Moi, je suis rentrée en 2018. Hein? C'est pas toi seul. Même moi, on m'a fait ça plusieurs. C'est pas normal. Moi, c'est les bailleurs qui me font chaque fois. Je tombe parce que quand ils te voient seul, tu vis seul. Ils disent non, toi, tu as l'argent et tu as fait ça. Tu sais, c'est le genre de problème qui m'arrive chaque fois avec les bailleurs. Ils ne te laissent pas tranquille. Chaque fois, ils amènent des factures que tu ne comprends même pas. C'est pas normal. Moi, j'ai oublié mes problèmes à cause de mes deux dames là. Parce qu'elle a beaucoup souffert. Nous, on n'a même pas le cas. Donc déjà, l'un des facteurs de la vulnérabilité que vous touchez ici, c'est aussi les bailleurs vis-à-vis des mères célibataires que vous êtes. Parce qu'ils se disent que si vous tenez un enfant, comme bien même que vous êtes seul, ça veut dire qu'il y a de l'argent, surtout que l'enfant va à l'école et tout, il est bien entretenu par vous. Donc votre bailleur s'est dit que... Moi, chaque fois, c'est les problèmes que je trouve. Et comment vous arrivez à gérer cela? Comment vous arrivez à gérer la situation avec le bailleur? Parce que nous, je suis sénégalaise, on négocie seulement jusqu'à on trouve, on dit que non. Parce que tu ne peux pas aller chaque fois à la police. Quand tu pars à la police avec ton enfant, je dis non, ce n'est pas notre problème. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu restes à la maison. Donc, comme tu m'as dit que l'association, je ne suis pas venue pour la journée, on est venu pour changer des choses. Bien sûr. Et comment est-ce que votre fille, elle est assez grande, elle a 9 ans? Elle a 10 ans. Elle a 10 ans. Comment est-ce qu'elle vit la situation quand vous avez des échanges avec le bailleur, je veux dire que quand vous échangez par rapport à la situation, est-ce qu'elle se rend compte de ce qui se passe ici? Oui, parce que des fois, D'accord. elle vient dire qu'on rentre au Sénégal. Je ne sais pas le moment. Un jour, tu vas oublier tout ça. Tu n'es pas tunisien. Donc, je vais parler de rentre au Sénégal. Tu n'es pas tunisien. Donc, tu dis que toi, tu parles l'arabe. Tu parles l'anglais, français et sénégal. Même quand tu rentres au Sénégal, je suis fière de toi. Donc, tu dis je t'aime, je suis fière de toi. C'est à cause d'elle que je suis restée ici. Parce que moi, je connais beaucoup de Tunisiens, beaucoup de tes parents ivoiriens, ils souffrent à cause de ça. Donc, j'ai dit, il faut être fier de toi. Parce qu'il ne faut pas laisser l'enfant. Même si tu as un dinar, hein, tu pars, tu lui montres que c'est ça que j'ai. Parce que les Tunisiens, ils mettent dans leur tête que vous, les Noirs, vous n'avez rien. Hein? Il ne faut pas laisser les Tunisiens chaque fois. Ils fréquentent avec les Tunisiens, mais ils mettent les
trucs là. Il dit que dans votre pays, vous êtes des chiens, vous n'avez pas de trucs, vous ne connaissez pas ça. Donc il y a la discrimination raciale aussi. Oui, mais tu rentres dans Google, tu le montres que ici c'est mon pays, c'est mon village natal, c'est comme ça. Elle va oublier fur et à mesure. Il ne faut pas laisser ton enfant fréquenter trop, parce qu'il va avoir leur mentalité. Chacun a son culture, n'est-ce pas? Moi, quand tu vois ma vie, tu dis qu'elle est sénégalaise. En tout cas, je vais partir là-bas. D'accord. Donc, vraiment vous arrangez pour que tout ce que vous vivez comme situation ne dépeigne pas sur la petite, pour qu'elle puisse avoir quand même plus d'espoir que vous, sinon une meilleure joie de vivre que vous, n'est-ce pas? Et vous lui apprenez l'amour, vous lui apprenez à être avec les autres. Et vous parliez souvent de quand elle se retrouve avec les autres enfants, comment ça se passe à l'école? Une fois, elle a eu à dire qu'elle n'a pas envie d'aller à l'école. Oui, des fois, elle dit que je m'ennuie parce que je suis allée à l'école, les enfants ne veulent pas jouer avec moi. Donc, une fois, j'ai demandé, elle dit que c'est comment ça s'appelle, le nounou là qui l'a crié. Elle dit qu'il ne faut pas jouer avec les enfants. J'ai dit, pourquoi tu dis ça? Elle dit, non, je m'ennuie, elle m'a crié. J'ai dit, elle est tunisienne, comme vous, laissez ma fille tranquille. Elle dit, non, je n'ai rien dit. Il faut dire qu'elle est la seule fille noire. Donc... Non, elle a un Mauritanien, mais c'est elle qui est 100% sénégalaise. Elle n'est pas métisse comme les autres, c'est trois noirs qui sont là-bas. Donc, c'est les maîtresses qui mélangent les enfants. Parce que c'est eux qui disent qu'il ne faut pas jouer l'enfant. Ça, c'est raciste, n'est-ce pas? Comment tu peux dire non, enfant, il ne faut pas jouer? Donc, moi, j'ai la chance. Ma fille, là où elle fréquente, les gens l'aiment. Dans sa nouvelle école maintenant. Non, sa nouvelle école, c'est pas bien. Non, ça, c'est pas bien. Parce qu'un jour, j'ai écrit le directeur, j'ai dit chaque fois ma fille, on le frappe. Là-bas, elle dit que c'est un enfant d'après, c'est pas. Je lui ai écrit une lettre, j'ai dit, moi, cette fois-ci, je vais aller à l'inspection. Si on n'arrête pas de faire des trucs à ma fille, de me frapper. Depuis lors, ça va. Très bien. En tout cas, félicitations et bravo. Voilà. C'est pas facile, mais on sait qu'on va y arriver. Très bien. Bintou, je vais encore me tourner vers vous. Vous avez un enfant de 3 ans avec qui vous êtes revenu de Libye. Comment est-ce que vous arrivez à gérer la situation avec la petite? Bon, vous essayez, on va dire, de gérer la situation avec la petite. C'est pas facile. Je tape le pote pour demander s'il y a le travail, parce qu'elle n'est pas la seule. J'ai les autres qui sont en Côte d'Ivoire qui vont à l'école. Je ne peux pas m'asseoir, mettre la main sur pied. Donc je me lève le matin, plus tard, vers 6h30, je suis déjà sur pied, je tape les portes. Je demande les gens ici, il y a le ménage. On me dit, je fais le ménage de 1h, 2h. Je fais, je quitte là, je tape l'autre porte à côté. C'est comme ça que je vis. Mais dans ces jours-ci, ça ne va pas. Depuis un bon moment, je peux dire maintenant depuis 6 mois, rien ne va. Jusqu'à ce que je trouve un travail de moi. Le travail de moi que j'avais trouvé, on ne me paye pas aussi. Effectivement, le monsieur vous doit 3 mois de salaire. Et il fallait que nous rappelions que Bintou a sa fille en classe d'examen qui vient d'être envoyée pour une somme de 200 dinars. Voilà, 42 000 francs qui font 210 dinars. Et elle en appelle à la générosité de qui peut l'aider pour que la petite puisse commencer à aller à l'école. Et nous espérons vraiment que nous pourrons réellement aider Bintou à ce que sa fille reparte à l'école. Alors, Bintou, l'OIM, vous êtes dans le foyer de l'OIM. Et aujourd'hui, normalement, vous devez partir de ce foyer. Quelles sont vos peurs, quelles sont vos appréhensions, quelles sont vos attentes? Rien ne me fait peur parce que j'ai déjà vu le plus pire et j'ai déjà vécu le plus pire. Bon, je peux dire ce qui va un peu déranger, c'est le manque de travail. Parce que tu ne peux pas vivre dans une maison où tu ne vas pas payer. Et je ne veux pas aussi toujours la charité parce que demande aujourd'hui, demander demain, demander après-demain, vraiment c'est un peu désolant. C'est pas facile quoi. Effectivement. Donc si tu as ton travail, tu es mieux payé, tu fais tes leçons tranquille, tu vis ta vie comme les autres.
Mais aussi aujourd'hui, on vous offre une formation. Est-ce que vous vous projetez favorable à cela? Si on m'offre une formation, peut-être une formation payante, parce que si je dis que je vais faire une formation, le temps que la formation va me prendre, qui va s'occuper de mes enfants? Qui va s'occuper de mes enfants? Et qu'est-ce qui vous retient ici, vu que vous avez 5 enfants au pays, une petite ici, et la situation est assez délicate, sinon difficile, qu'est-ce qui vous retient bientôt? Ce qui me retient, je ne sais pas. Parce que si j'avais les moyens, je ne reste pas en Tunisie, parce que la ville où nous sommes, il y a trop le racisme. Trop le racisme. À l'hôpital, une fois, je suis allée à l'hôpital, je souffrais. Je suis allée à l'hôpital, pourquoi on me reçoit à l'hôpital? Il a fallu que je frappe d'abord très bien celle qui accueille les gens. Parce que j'ai fait plus de 3 tours, je viens, elle me dit, va demain. Je viens, elle me dit, va demain. Je viens, je me dis, va demain. Alors que j'ai mal. Il a fallu que je la tire derrière le comptoir, je la bastonne très bien. Et j'avais dit ça. Donc, comme vous refusez de me recevoir à l'hôpital, je vais vous montrer une exemple. Et moi, j'ai une exemple à vous montrer. Parce que vous, les Arabes, vous ne me faites pas peur. Si c'est la prison, j'ai déjà fait. Si c'est quoi, j'ai déjà vécu. Donc, rien ne me fait peur. Rien, quand je dis rien, c'est rien. Rien ne me fait peur. Et je vais vous montrer une bonne exemple. Et c'est comme ça que je l'ai récupéré et je l'ai bastonné très bien avant que Mme Martine me reçoive dans l'hôpital. Mais est-ce qu'on va toujours utiliser la violence pour que tu sois accueilli à quelque part? On ne va pas toujours utiliser la violence. On nous disait que la Tunisie c'est un pays de droit, mais pour moi je ne vois pas les droits que je vois. Une fois encore, j'étais au travail, la police, j'étais dans le taxi et la police me dit que je donne mes papiers. J'ai dit que vraiment mon frère, vraiment excuse-moi, je n'ai pas les papiers, mais je suis enregistré à OIM et en même temps je suis en train de faire mon papier de consulat. Parce que pour le moment, pour avoir un passeport, ça c'est pas facile pour moi, mais je suis en train de faire papier de consul. Il me dit que ça c'est pas son problème, que je lui donne mon téléphone et j'ai refusé de lui donner mon téléphone. Et quand j'ai refusé de lui donner mon téléphone, il me dit que comme tu refuses de me donner le téléphone, il faut qu'on passe au CES. J'ai dit, ils étaient 4 dans la voiture. Et quand j'ai refusé encore, j'ai lui dit que je ne peux pas coucher avec vous. Pourquoi je couche avec vous? Tu m'as demandé mes papiers. Je t'ai dit que je n'ai pas de pièces. Et tu me dis de te donner mon téléphone. Je t'ai dit que je ne te donne pas mon téléphone. Tu me dis de coucher avec vous. Et c'est comme ça, il a serré mes corps. Et l'autre est sorti de la voiture, a commencé à me taper par derrière avec le coup du fusil. Il a dit que si je me laisse ici, je vais mourir. Et c'est comme ça aussi j'ai commencé à lutter et j'ai blessé l'autre. J'ai cassé son nez et divisé sa bouche jusqu'à sa dent et quitté. J'ai dit que quand je vais te faire ça, ils vont m'inviter encore à la police et on va aller régler là-bas. Parce que si je ne te fais pas ça, ils vont pas m'inviter. Donc il faut que je te marque très bien, je te blesse. Là, comme ça, peut-être quand ils vont voir ça, en tant que corps habillé, ils vont m'inviter. Et ça, c'est ta signature. Et c'est comme ça, je me suis défoulée même comme une vraie sauvage. Je me suis défoulée, je commence à ramasser. Quand on a lutté, ils m'ont laissé, j'ai commencé à prendre les cailloux et j'ai cassé le vide de leur voiture pour qu'on m'invite à la police. Donc, j'ai commencé à dégénérer jusqu'à, mais rien. Et vous n'avez pas eu de Personne ne m'a appelé. D'accord. Et moi-même, j'ai même dénoncé encore même à la police pour qu'on m'invite rien. Donc, ce n'est pas un pays de droit. Si moi, vous avez porté plainte et oui, ce n'est pas là quelque part. Si moi, aujourd'hui, j'ai l'occasion de franchir cette Méditerranée, je la franchisse. Très bien. Donc, votre dernier recours, c'est carrément la Méditerranée. Oui, d'accord. Parce que je ne suis pas à l'aise ici. Maguida, votre mot de fin. Qu'est-ce que vous avez à dire? Quelles sont vos peurs? Quelles sont vos attentes? Est-ce que vous avez des propositions à faire? Un cri à annoncer à quelqu'un? Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Parlez un peu plus fort pour que... Mon mot de fin, vraiment, j'ai besoin d'aide pour vraiment l'avenir de ma fille. Moi, c'est mon premier enfant. Comme je l'ai dit, c'est mon fils. C'est sûr
un enfant, c'est le meilleur investissement. Un enfant, c'est tout. C'est tout pour une mère. Je ne veux pas qu'elle connaisse. Elle vive même, ne serait-ce qu'une seconde, ce que moi j'ai vécu. Aujourd'hui, moi, j'en souffre beaucoup. Donc, je veux lui donner un avenir meilleur dans la santé. Surtout la santé d'abord. Puisque ma fille, franchement, je ne sais réellement pas de quoi elle souffre. Je ne sais réellement pas de quoi elle souffre. Voilà. Donc, j'aimerais vraiment, mon cri ici aujourd'hui concerne mon enfant. Afin que je puisse donner un avenir à Dieu. En ce sens, j'ai toujours, moi mon père est corps habillé, donc j'ai toujours voulu me mettre légal vis-à-vis de la nation tunisienne, c'est-à-dire avoir au moins ne serait-ce que mon séjour. Moi aujourd'hui mon séjour se trouve au lac 1, avec le commissariat du lac 1. Il me l'a montré quand ma fille a eu 3 mois, jour pour jour. Aujourd'hui, elle a combien de... Aujourd'hui, elle a 2 ans. 2 ans. Je D'accord. n'ai aucun Depuis papier. un an, Oui. un an passé, Oui. votre carte de séjour est de est votre côté. là-bas. Certainement, il va falloir qu'on sache les raisons pour lesquelles la carte de séjour se trouve là-bas. D'accord. Merci beaucoup.